Avant-dernier acte de notre journée sur la réforme, sur le projet, sur l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux. Nous passons maintenant à une catégorie de contrats dont Alain Benabant est incontestablement le champion, puisque les plus jeunes d'entre nous s'en souviennent, il a écrit sa thèse sur la chance et le droit, il y a 5 ans, 6 ans. Et donc Alain Benabant est donc l'orfèvre des contrats aléatoires. Et c'est une redoutable tâche qu'aura donc notre ami Jean-François Hamelin, puisqu'il nous jouera le rôle de discutant, donc de remettre peut-être en cause des textes qui sont de la plume d'Alain Benabant. Bon courage, ton retour n'est pas garanti, toi, je peux te le dire. Alain Benabant. Merci. Merci. Alors d'abord, je veux naturellement remercier les organisateurs de la journée, les remerciements d'usage et l'association Capitan, bien sûr. Et je veux aussi dire que l'esprit général de cette journée et de la façon d'appréhender, si on peut dire, d'approcher le texte que nous discutons, a peut-être fait l'objet d'une expression malheureuse ce matin quand j'ai parlé de premier brouillon, mais c'est dû à ma paresse, c'est que moi je n'en fais jamais plus d'un. Alors, donc pour moi c'est déjà un stade très avancé et j'espère que personne, compte tenu de cette explication, n'en conservera un esprit de le prendre en mauvaise part d'une façon ou d'une autre. Je vais parler donc un petit peu de la partie, alors du titre 13 bis, en étant très déçu qu'il intervienne comme ça, comme une sorte de croupier, après le reste, alors que la catégorie des contrats aléatoires devrait être en titre premier, c'est évident, tellement elle est sous-jacente dans presque tous les contrats. Mais enfin, je vais en parler. Et à vrai dire, nous avons eu une telle démonstration d'acrobatie virtuose ce matin que pour éviter toute humiliation ou toute comparaison déprimante avec nos amis des îles du Sud, eh bien je ne vais pas faire de plan, tout simplement. Donc je commencerai en première partie par parler de l'article 160. L'article 160 est un article qui a été conçu comme étant une généralité sur les contrats aléatoires, de présentation de cette sous-catégorie, de cette catégorie de contrats. À vrai dire, dans le projet initial, dans la première version, l'anté-premier brouillon, si l'on peut dire, il y avait 6 textes, 6 articles. Et puis, y compris la définition, bien sûr. Et puis, lorsqu'est sortie l'ordonnance de 2016, on a pu constater qu'elle a donné une définition à l'article 108 des contrats aléatoires, et naturellement, il n'était plus question de la reprendre à ce moment-là. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que l'ordonnance de 2016 n'a touché à aucun texte des contrats spéciaux, sauf l'article 1964, qui a été abrogé, purement simplement, qui était l'article qui introduisait le titre sur les contrats aléatoires en fournissant d'abord une définition générale et ensuite une liste énumérative simplement. Donc ce texte de généralité est le résumé de ce qui pouvait être présenté comme une sorte de droit commun des contrats aléatoires. Il n'y a plus de définition et ce texte a pour objet de préciser des choses qui pourraient paraître évidentes, mais qui, quand même, ne serait-ce que parce que la catégorie des contrats aléatoires n'est pas aussi communément quadrillée, disons, dans les gros traités que les autres, il y a des traités entiers de contrats spéciaux qui ne disent pas un mot des contrats aléatoires, par exemple. Eh bien, il n'est pas inutile de préciser comment certaines des règles de droit commun s'appliquent à la catégorie des contrats aléatoires. Par exemple, la question des vices du consentement. Il est certain que, au-delà de la formule classique, l'aléa chasse l'erreur, bon, c'est évident que ce n'est pas tout à fait exact. Ce que l'on veut dire, c'est que dans un contrat aléatoire, l'erreur ne porte pas sur l'issue du contrat, bien sûr, puisque c'est l'objet,
mais sur les éléments de son appréciation. Vous avez acheté un tableau dont on ne savait pas si c'était un vrai ou un faux, mais on vous a dissimulé un certain nombre d'études d'experts qui vous auraient permis de faire une appréciation différente de l'aléa. Voilà sur quoi l'erreur en tant que vice du consentement peut porter. Voilà pourquoi on a précisé ce qui aurait été de soi pour un bon juge, mais on nous a expliqué ce matin qu'il fallait mieux faire vite, surtout en première instance. Donc, autant le préciser dans un texte, même si on a compris qu'on n'avait pas l'espoir que ces textes soient lus avant que les jugements soient rendus. Pareil pour ce qui était le défaut de cause. Vous savez que le défaut d'aléa était appréhendé sous l'angle du défaut de cause. Il n'y a plus de cause, il n'y a plus de défaut de cause, bien sûr, mais il y a la nullité pour prestation, enfin pour prix dérisoire, contrepartie dérisoire. Eh bien, ici, il faut bien sûr préciser. Ce n'est qu'une précision qui pourrait aller de soi, mais qui n'est peut-être pas forcément inutile. C'est pour ça que nous l'avons indiqué, que lorsque les chances de gain sont dérisoires ou illusoires pour une des parties, eh bien, le contrat est nul. Alors ça, c'est le corps des règles générales. Peut-être aurait-on pu y préciser, ça on l'a peut-être oublié, on y a pensé à un moment, puis après on l'a oublié, ce qui se passe en cas de disparition de l'aléa en cours de route et que l'application de la caducité était concevable. Ça avait été dans une présentation initiale et après c'est passé à la trappe, mais ça pourrait être rétabli. Les règles spéciales ensuite. On a repris à peu près la méthodologie, sinon le contenu, du code actuel, c'est-à-dire le régime particulier de certains contrats, en commençant par le jeu et le pari, parce que c'est le plus distrayant, il faut arriver à ce stade un petit peu de folklore, et puis après la rente viagère, on a ajouté ensuite la tontine, on pourrait en ajouter d'autres. Je terminerai d'ailleurs tout à la fin en vous disant que le regret, enfin un regret, c'est pas encore un regret d'ailleurs, une suggestion serait d'en ajouter éventuellement un ou deux autres. Alors sur le jeu et le pari, il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport au régime actuel. Ce que nous avons précisé simplement, c'est que la jurisprudence qui déclare nul le prêt pour jouer, même si le jeu qui est ainsi financé est un jeu autorisé, cette jurisprudence mérite d'être maintenue. On voulait la consacrer parce que une chose est d'autoriser un jeu, autre chose est d'encourager l'endettement à cette fin, qui est bien sûr plus contestable. Et autrement, on a repris l'économie générale des articles 1965 à 1967 actuels. Ça n'est pas très important. En ce qui concerne la rente viagère, les textes actuels sont assez nombreux et ils ont subi eux aussi un dégraissage, comme on l'a vu ce matin, sans pour autant qu'il y ait, je crois, de transformation fondamentale. La petite précision qui peut être importante est celle qui figure dans l'article 164 où on dit que la rente peut être constituée sur la tête du crédit rentier, ça va de soi, mais sur la tête d'un tiers en précisant envers qui ce crédit rentier est susceptible d'avoir des obligations civiles ou naturelles. L'idée est la suivante. À l'heure actuelle, on peut constituer une rente viagère sur la tête d'un tiers. Je peux faire un contrat avec toi sur la tête de M. Hamelin et voilà. C'est dans le texte. Ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la pratique ne le suit pas et ce serait indécent. Donc, il n'est pas forcément utile. Sauf dans un cas, c'est où le crédit rentier, il a des obligations, il a un enfant handicapé par exemple, ou il a une vieille mère, il a des obligations, et en vue de pourvoir à ces obligations, il a besoin de la rente. Et s'il meurt, il faut quand même que la rente continue d'être servie pour servir à cette fin. Voilà l'esprit qui a présidé à cette précision. Le reste n'a pas de... Alors, si, il y a un texte peut-être, c'est l'article 169. L'article 169 a envisagé le cas où il s'agit de céder, de transférer. Alors, les cessions, comme vous le savez, ont été
cession de contrat, cession de créance, cession de dette ont été considérablement modifiées par l'ordonnance de 2016. Et donc, l'article 169 en a tiré la conséquence sur la rente viagère. Bon. Ce qui peut surprendre au début, mais peut-être que Jean-François Hamelin posera une question tout à l'heure. Je me permets d'aller au-devant ou on échangera à ce moment-là. Bon. C'est l'idée que la cession du contrat, pas la cession de créance ou la cession de dette, la cession du contrat n'est pas autorisée. On n'a pas envie de la permettre. Parce que, en réalité, le contrat, c'est le tout. C'est-à-dire, on a vendu un immeuble contre une rente viagère. Et la cession du contrat dans son ensemble, ça voudrait dire qu'il y a à la fois la vente qui est cédée et la rente. Alors la rente, on va le retrouver tout à l'heure, c'est possible, mais avec la vente, c'est beaucoup plus difficile. Et on a peur, on ne connaît pas encore très bien ce que donnera cette cession, on a peur des conséquences que ça pourra avoir, aussi bien d'ailleurs pour la protection de l'acquéreur, qui versera sa rente, et puis s'il se trouve en face d'un vice de l'immeuble, etc., à qui il demandera la résolution, c'est pas très bien, que pour la protection du vendeur, crédit rentier, qui ne percevra plus sa créance et qui ne pourra peut-être pas obtenir la résolution avec la restitution si le contrat a été cédé à un tiers et n'a plus l'interlocuteur initial. Donc on a hésité puis on l'a écarté. En revanche, on a précisé que pouvait faire l'objet d'une cession de créance classique la rente, la créance de rente, et ça c'est une cession de créance habituelle, et de même une cession de dette, c'est le cas lorsqu'on revend l'immeuble qui est grevé, si l'on peut dire, chargé de la rente viagère avec la garantie habituelle que le contractant initial reste garant s'il n'en est pas disposé autrement. Enfin, vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a un texte très particulier, c'est l'article 1978, ce qui, pour des raisons dont seul Carbonnier a trouvé à un moment une explication plus virtuose qu'autre chose, écarte la résolution pour non-paiement de la rente. Et vous savez très bien que, comme c'est un texte qui n'est pas impératif, tous les contrats de vente viagère prévoient une clause résolutoire. Alors, bon, on n'a pas repris le texte, et donc c'est le droit commun qui s'applique. Il peut y avoir une résolution, que ce soit par application d'une clause ou tout simplement par l'application du droit commun. Mais simplement, ce que ces clauses font systématiquement, c'est qu'elles prévoient que les arrérages déjà versés restent acquis. Et ça correspond, à l'heure actuelle, c'est une clause pénale. Dans l'économie, c'est une indemnité stipulée et ça correspond à une pénalité en faveur du crédit rentier, qui n'aura pas à rembourser les arrérages qu'il a déjà perçus. C'est important parce qu'autrement, il va hésiter à demander. Si on est en fin de contrat, si on est dans une période déjà avancée, puisqu'on ne sait jamais, Jeanne Calment le prouve, jusqu'à quand peut durer le contrat, mais on peut arriver déjà à des sommes considérables à rembourser qui peuvent le dissuader. Donc cette règle conventionnelle est assez bonne et on a pensé qu'il était justifié de la transmettre automatiquement, non pas d'ailleurs par l'idée de sanctionner le débit rentier qui ne paye pas plus que n'importe quel autre débiteur défaillant, mais simplement par l'idée que pour le crédit rentier, les arrérages, c'est d'une nature alimentaire et que donc il les a dépensés. Et l'obliger à les restituer est quelque chose de particulièrement grave. D'où la précision à la suite, à la fin, il les conserve en principe, sauf si ça lui procure un avantage manifestement excessif. Il y a des crédits rentiers, j'en ai connu un par exemple, qui avait à peu près 45 contrats de rente viagère, et correspondant à 45 appartements. Il est évident que ce n'est pas lui qui allait être en difficulté. Donc, dans ce cas-là, la conservation lui procure un avantage qui, étant légal cette fois, n'est pas constitutif d'une clause pénale, donc n'est pas réductible si on ne le dit pas expressément. Alors, on a ouvert un nouveau titre, et Cyril Grimaldi y est pour beaucoup, sur la tontine, ce vieux contrat, la vieille clause d'accroissement, et qui est un contrat aléatoire. En réalité, c'est une sorte de métis, si on peut dire, entre un contrat aléatoire et
une convention d'indivision, et comme le régime en cours de vie est comme une indivision, mais à la sortie, c'est un jeu quand même sur savoir qui va gagner la course à vivre plus longtemps que l'autre, il y a un aléa, et le seul cas amusant, c'est le cas où il y en a un qui tue l'autre. Et à ce moment-là, bien sûr, la partie est faussée. Il y a eu un arrêt là-dessus il n'y a pas tellement longtemps. À mon sens, il y a deux manques auxquels on pourrait songer à pourvoir. Le premier, c'est de transférer ici, peut-être, la section qu'on a évoquée très rapidement ce matin sur la cession de droit litigieux. La cession de droit litigieux est par nature un contrat aléatoire parce que les tribunaux sont les premiers à reconnaître que l'issue de leurs décisions sont des éléments imprévisibles sur lesquels il est naturel de considérer comme un événement incertain pour faire le jeu d'un contrat aléatoire. Donc ça serait peut-être mieux parce que les règles particulières, et notamment celle du retrait litigieux, c'est une protection de l'autre partie, de l'autre litigant, contre l'incertitude. Et je pense que, en plus, les règles communes, ce qui peut être faussé dans l'appréciation de l'aléa, par exemple, ou au contraire, l'idée qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire sur l'évaluation qu'on a faite, pourvu que cette évaluation ait été fondée sur des éléments qui n'étaient pas objet d'erreur ou de dol, eh bien, ça pourrait trouver sa place. Et peut-être, si on voulait encore gonfler, mais vous allez me dire que je fais une obsession, si on voulait encore gonfler la section, c'est plus qu'une section, c'est un titre, on pourrait y ajouter les contrats à forfait. Ce qui avait été prévu initialement, d'ailleurs, ce n'était pas de mettre les contrats à forfait, mais c'était de prévoir que constituent un contrat aléatoire non seulement ceux dont l'économie par nature, par essence, est aléatoire, la rente viagère, bon, le jeu, le pari, mais constituent également des contrats aléatoires ceux qui, ordinairement comme mutatifs, deviennent aléatoires par l'effet de stipulations particulières, comme une clause de non-garantie ou comme une stipulation forfaitaire. Et ça, on pourrait peut-être le remettre un jour ou l'autre aussi, éventuellement, et peut-être que ce serait l'occasion d'insérer un chapitre sur les marchés à forfait, parce qu'au fond, qu'il s'agisse d'une vente à forfait qui intervient dans le cadre d'une liquidation, etc., ou d'un contrat d'entreprise à forfait, d'un contrat de travaux à forfait, le 1793 actuel, etc., ou de n'importe quel autre contrat, le forfait confère au contrat des particularités qui sont communes. Et elles n'ont de commun que parce qu'elles confèrent un caractère aléatoire à l'ensemble à l'économie du contrat. Donc peut-être on pourrait le faire, mais ça, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus qu'un premier brouillon, ça reste un projet sur lequel nous travaillons tous, et il est normal de contribuer par des suggestions diverses. Merci. Eh bien maintenant, on va souhaiter bon courage à notre amiable pour répondre, je ne dis pas répliquer parce que ça serait dangereux, mais pour répondre à Alain Bénaban. Jean-François, c'est à toi. Merci Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour la voix qui est la mienne. J'en ai presque rêvé de cette voix pendant le concours d'agrégation, mais là, c'est la maladie qui me la donne et un peu plus grave que d'habitude. Alors, merci à Grenoble, au CRJ, merci à l'Association Capitan, et puis merci à Christophe Vernière. Alors, Christophe Vernière, il y a peu, je m'attaque, tu comprendras, à quelqu'un d'autre, en fait. Il y a peu, j'ai conclu un contrat avec lui. Il m'a fait une offre alléchante, c'est participer à un colloque de l'association Henri Capitan. Donc moi, Colombie, Costa Rica, bon, Grenoble. J'ai accepté avec plaisir, mais il faut se méfier d'un homme bien sous tout rapport, qui a failli devenir notaire, qui a un peu un côté gendre idéal, parce que le contrat, il était aléatoire sur plusieurs titres, on va dire. Déjà, il y avait le sujet, c'est-à-dire que je n'avais pas le sujet au début, les contrats spéciaux. Donc moi, je me suis dit, société, association, mais non, on n'aime pas ces contrats-là. Ma thèse, qu'est-ce qu'elle a, ma thèse ? Et puis ensuite, il y avait l'intervenant.
il y a un intervenant, donc moi j'ai accepté de participer sans savoir qui allait être mon discutant, je ne parle pas d'opposant. Et puis il me disait, Christophe, ce sera moi. Et puis le nom est arrivé, Alain Benaban. Et là, bon, j'ai perdu ma voix. Le déséquilibre est flagrant, mais bon, quand on accepte un contrat aléatoire, donc d'aller à chasse la lésion, je ne pouvais rien faire. Comment appréhender Alain Benaban, un homme, un monument? On ne discute pas avec Alain Benaban, on l'écoute, on apprend. Donc, je poserai essentiellement des questions, c'est plus prudent. Alors mon propos débute comme le titre 13 bis, c'est-à-dire par quelques propos liminaires, et par l'article 160. Article 160 qui m'a surpris à deux titres, moi, quand j'ai été amené à le lire. C'est sa place et son contenu. Sa place, en effet, parce que on a des dispositions donc, sur le contrat aléatoire dans la partie bien plus haute du droit commun des contrats. Et dans cette partie, on trouve aussi des dispositions sur le contrat d'adhésion, sur le contrat à titre onéreux, pas très loin de leur définition. Donc finalement, des dispositions sur le contrat aléatoire, on les attend très près de sa définition. Et puis là, on est beaucoup plus loin. La théorie générale du contrat, ça n'a jamais été un ensemble de règles applicables à tout contrat. Sinon, même les contrats synagmatiques ne feraient pas partie de la théorie dite générale du contrat. Donc, la théorie générale du contrat, c'est un contrat envisagé abstraitement. Le contrat synagmatique, c'est abstrait. Et finalement, le contrat aléatoire, c'est abstrait aussi. On peut spécialiser dans deux sens. On peut spécialiser au titre du contenu. À ce moment-là, c'est les contrats spéciaux. C'est ce qui nous occupe. Et on peut spécialiser au niveau des parties. À ce moment-là, c'est les droits spéciaux des contrats, droits de la consommation. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est finalement, qu'est-ce que ce texte fait là? J'ai bien compris qu'il avait maigri. Apparemment, il avait un peu d'embonpoint avant. Mais finalement, quelle est la justification de le laisser ici? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté il y aurait pas une volonté de le remonter, ou c'est juste dans la volonté de ne pas toucher à ce qui vient de l'ordonnance? Je pense, oui, c'est plus vivant et ça ira plus vite. D'abord, ne pas toucher à ce qui vient de l'ordonnance, c'est une donnée de base. On ne se pose même plus la question de savoir si on est d'accord ou pas. C'est une donnée de base. Ensuite, l'enseignement, le précédent du Code civil, qui pour les contrats aléatoires avait déjà fait une sorte de mini-théorie avec cet article 1964, même s'il est abrogé. Encore, en troisième lieu, si on peut dire, le fait que c'est quand même, comme quelqu'un parlait ce matin, d'une famille de contrats pour les contrats je ne sais plus pour lesquels d'ailleurs, pour les contrats de prestation de service. Eh bien, les contrats aléatoires, c'est aussi une famille de contrats qui a une certaine autonomie. Donc, il n'est pas inutile, pédagogiquement parlant, de préciser. C'est un souci concret, mis à part que bien sûr ça correspond sans doute aussi à un penchant de la commission, évidemment, personnel. D'accord. Alors ensuite, au niveau du contenu de l'article 160, alors il y a trois alinéas. Moi, il y en a deux que je trouvais presque inutiles en fait. C'était les deux derniers. Et je comprends mieux pourquoi maintenant ils sont là. Donc j'ai la réponse à un certain nombre de questions. Sur l'alinéa premier, moi sa lecture, elle m'a paru, c'est un peu énigmatique le contrôle judiciaire. Et c'était juste une proposition. Est-ce qu'il aurait finalement pas été plus heureux de dire dans les contrats aléatoires, l'appréciation que les parties ont faite de leurs chances de gain et de perte ne peut en elle-même constituer une cause de nullité. C'est-à-dire que ça évite la formulation sur le contrôle judiciaire qui est relativement vague. Oui, il n'y a pas que la nullité dans le contrôle judiciaire. C'est pour ça qu'on a parlé de contrôle judiciaire un peu plus large. C'est que le plus souvent, il y a la nullité. Mais enfin, dans la lésion, par exemple, il y a la possibilité de... Le déséquilibre significatif, pareil. Donc, en réalité, s'il y a quelque chose de trop, c'est peut-être le notamment de la lésion du déséquilibre, parce que ça, n'importe quel civiliste normalement cortiqué comprendra et complétera, mais qu'on parle de contrôle judiciaire
plutôt que de nullité me paraît quand même plus large. Le juge ne peut pas corriger, en fait. D'accord. Quels que soient les... C'est notre idée, ça a été notre idée. Et justement, après, il y a le notamment, et on vise le déséquilibre significatif. Le déséquilibre significatif, on le retrouve donc dans 1170, on le retrouve dans 212-1 du Code de la consommation. C'est des articles qui écartent les questions d'équilibre, en fait, de l'adéquation du prix. Donc, en fait, on se demande ici, le terme déséquilibre significatif, est-ce qu'il renvoie à quelque chose de précis? Mais à ce moment-là, on a presque l'impression que ça serait 442-6. Mais 442-6, effectivement, puis il y a un arrêt de 2017 qui vient nous dire que ça peut concerner l'adéquation du prix. Donc, mais là, à ce moment-là, on a un texte de droit général qui écarte un texte de droit spécial. Un texte spécial qui écarte un autre texte spécial. Donc, je suis assez d'accord. Si on supprime le notamment, qui peut être simplement une précision pédagogique, le texte ne s'en trouvera pas plus mal. D'accord. Alors, maintenant qu'on a vu cet article liminaire, on voit que le projet, il ajoute, donc il reconnaît des contrats traditionnellement reconnus comme aléatoires, et puis il en ajoute un, la tontine. Donc ça oscille entre tradition et innovation. Donc sur la tradition, c'est le jeu et le pari d'une part, et puis la rente viagère d'autre part. Sur jeu et pari, moi j'avais pareil une interrogation, c'était sur l'utilité de l'article 162 sur les incapacités, puisque en ce moment on n'a pas de texte équivalent et finalement ça se passe pas si mal. Quel était véritablement l'intérêt de préciser la nullité pour cause d'incapacité? Je crois que l'idée de la commission, ça a été de considérer que quand même, il faut faire ressortir que les jeux et paris, c'est un acte de disposition grave parce que ça n'a de sens ou de légitimité que lorsque chacun des contractants est en mesure de voir exactement ce qu'il risque de perdre. Et que donc la précision d'une nullité automatique, et non pas simplement avec la lésion des mineurs. On a voulu faire quelque chose d'un peu plus drastique. D'accord. Mais voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus que cela. Donc c'est pour l'automaticité en fait de la nullité. D'accord. Et donc toujours dans la poursuite du texte, sur l'article 163, on reconnaît en fait une reformulation de l'ancien article 1966, mais alors l'article 1966, alors là c'est presque, on fait encore référence à Stendhal et au style. C'était la chose suivante dans l'alinéa premier: les jeux propres à exercer au fait des courses de chariot, au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps sont exemptés de la disposition précédente. Moi, quand je vois ça et que je resitue, j'ai l'impression que c'est Napoléon qui a envie d'avoir des gens qui sont aptes au combat. Ils sont aptes finalement à courir s'il est fantassin, il est apte à monter sur un cheval s'il est la cavalerie, etc. Bon, aujourd'hui, on maintient cette exception, puisqu'on fait référence toujours à l'adresse physique. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de fantassins? Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir l'exception et de passer de l'adresse physique et intellectuelle pour élargir un peu? Le danger du jeu, en réalité, c'est la tricherie. Et donc, c'est pour ça que le régime un peu en marge du droit a été créé. Et que l'on fasse une exception pour les jeux physiques, déjà, c'est moyen. Cette exception, à condition d'ailleurs que ça soit limité. Et puis parce que, bon, les courses de chariot, il n'y en a plus beaucoup, c'est pas très grave. Les autres, l'État les a pris en charge et donc il n'y a plus de problème. Le risque de tricherie, lorsque c'est des compétiteurs physiques et des footballeurs, il existe, mais on pourra quand même le déceler assez facilement. Lorsque c'est des compétitions intellectuelles, c'est des gens astucieux. Et la tricherie dans un jeu intellectuel est beaucoup plus difficile à débusquer.
Et c'est pour ça que la commission, après avoir hésité, s'est dit est-ce qu'on supprime, est-ce qu'on étend à tous l'exception, ou est-ce qu'on maintient ce qu'il y a. Bon, on va dire, s'il fallait modifier quelque chose, c'est plutôt supprimer totalement cette bienveillance, puisqu'on n'a plus besoin de fantassins, ni de cavaliers. Mais sinon, étendre une exonération au bénéfice des jeux d'adresse intellectuelle, je pense qu'il faut s'en méfier, les jeux d'adresse. L'adresse intellectuelle, si elle est détournée, elle peut être dangereuse, je crois. Surtout à des fins, parce que c'est des jeux d'argent, hein, surtout à des fins financières. Donc c'est les vertus du contrôle antidopage qui jouent en faveur de l'adresse physique. Donc après les jeux et paris, sur la rente viagère, donc là il y a beaucoup plus de textes, mais il y en a peu, moi, qui m'ont suscité des interrogations, parce qu'effectivement ça consacre, tout en simplifiant le droit antérieur. Alors j'ai eu du mal à voir l'intérêt de l'article 168, qui me paraissait renvoyer... Alors, quand il renvoie à l'article 169, je comprends. Quand il renvoie à l'article 168, qui finalement dit que la lésion n'est pas une cause de nullité, c'est un peu curieux finalement de renvoyer un texte qui... L'article 169, donc, on comprend maintenant pourquoi on ne peut pas véritablement admettre la cession du contrat, parce que finalement ce sera un inconnu un peu trop important. Et on arrive à l'article 170, et vous expliquez que ce qui est aujourd'hui une clause pénale de style, maintenant devrait être maintenant une disposition légale. Donc effectivement, quand on a une clause résolutoire, on va prévoir que les arrérages vont rester acquis au crédit rentier. Et aujourd'hui, c'est une peine, donc le juge peut la modérer. Finalement, le texte, il a une certaine équivalence, puisque toutefois, le juge peut ordonner la restitution totale ou partielle. Il y a juste une différence, puisque la clause pénale, c'est d'ordre public, et toute clause contraire est réputée non écrite. Là, finalement, les textes que vous avez élaborés, on dit qu'ils sont majoritairement supplétifs. C'est-à-dire que cette partie-là, on pourrait tout à fait imaginer de l'écarter. Sauf à ce qu'on ajoute encore une précision pour dire que ce pouvoir du juge ne peut pas faire l'objet d'une clause contraire. Donc est-ce qu'il y avait une volonté de laisser une certaine liberté ? Non, il n'y avait pas une volonté particulière là-dessus. Cela étant, si on prend une clause particulière pour l'écarter, c'est-à-dire pour rendre obligatoire la conservation des arrérages, eh bien, ce coup-ci, elle redeviendra une clause pénale. Et 1152, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, redeviendra applicable. Donc je ne pense pas que le juge se laissera dépouiller de son pouvoir de corriger un avantage manifestement excessif, qui est la seule réserve qui est apportée par le texte, en fait. Donc la clause pénale sort par la porte et rentre par la fenêtre, en fait. Comme ça, le pouvoir de modération. D'accord. Donc, très bien. C'était là pour la tradition. Maintenant, si on passe à l'innovation, donc il y a un certain nombre d'innovations avérées, et c'est la tontine, et puis il y a des innovations manquées, mais que vous avez déjà évoquées. Sur donc l'innovation avérée, c'est la tontine. Alors, merci d'avoir retenu l'analyse conditionnelle, d'avoir imposé les règles de la division, rejeté le droit du partage. Mais moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est le dénouement prématuré. L'article 173, alinéa 2, prévoit que la tontine prend également fin par la survenance d'un événement incertain expressément visé par les parties, tel leur séparation. En ce cas, le bien acquis est indivis entre eux. Alors, dans les contrats spéciaux, les règles supplétives ont surtout pour vertu de prévoir lorsque les parties n'auront rien prévu. Et justement, lorsqu'elles n'auront rien prévu, elles n'auront pas prévu de cause spécifique à la cessation de la tontine. Ce qui fait qu'elle devrait perdurer jusqu'à trépas de l'un des deux protagonistes. Et ça appelle deux observations. La première, c'est à l'heure de la protection des droits fondamentaux.
donc avec contrôle de proportionnalité in concreto, QPC, etc., le risque, on peut se demander si ce texte-là ne protège pas suffisamment les tontiniers. Il y a véritablement comme une prison contractuelle dont on ne peut sortir que par le décès. Ça pose question. La deuxième... Oui, mais la rente viagère aussi, à ce moment-là. Le débit rentier ne peut sortir que par le décès du crédit rentier. Donc c'est vrai que ce sont des contrats qui, par nature, puisqu'ils reposent sur l'événement incertain, c'est la vie, c'est le décès de quelqu'un, c'est la durée de vie, par nature, ils ont un côté un petit peu perpétuel. Mais c'est leur nature même. Alors ça... je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel s'emparerait d'une QPC sur ce point-là. Et alors, pour essayer quand même de sauver finalement un des tontiniers avant le décès, et peut-être pour réintroduire ma thèse un peu partout, c'est une obsession. On a chez Potier un exemple, c'est l'achat en commun entre deux commerçants, c'est une société. Donc le fait de se convenir ensemble d'acheter des marchandises. L'achat en commun d'un billet de loterie, c'est une société en participation. L'achat en commun en tontine, la tontine c'est finalement une clause relative au résultat, mais ça reste fondamentalement une forme sociétaire. Si on l'admettait, finalement ça permettrait de renvoyer aux règles sur la société en participation, et notamment une règle, c'est sur le retrait pour juste motif, qui fournirait, moi à mon sens, quand même une soupape de sécurité, parce que le juge viendrait, lorsque c'est véritablement trop, une prison véritablement insupportable, pouvoir faire sortir les parties. Surtout parce que si c'est conclu trop jeune, là quand même, et qu'il y a une séparation, qu'on ait deux personnes qui sont là dans une situation aussi précaire et aussi longtemps, moi j'avoue que ça m'interpelle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'introduire en réalité, telle porte de sortie? Là, il y a deux approches tout à fait différentes. L'approche qui consiste à considérer que c'est un contrat d'association dont la sortie est simplement différée, etc., peut aboutir effectivement à un régime comme celui-ci. Si on le range dans les contrats aléatoires, c'est parce que, à cette première approche, on ajoute une approche supplémentaire qui est un jeu qui va gagner en survivant à l'autre. Et là, par définition, on ne peut pas permettre de sortie. La tontine, à l'origine, ce n'est pas entre deux personnes, c'est entre 4 ou 5. Il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas la sécurité sociale, etc. Et on cotisait, on mettait au pot. Et puis le type qui avait la malchance, car à l'époque c'était une malchance, de vivre longtemps et donc de devoir s'entretenir longtemps alors qu'il n'avait plus les moyens de gagner sa vie, eh bien c'est lui qui recueillait, ou c'est ceux des survivants qui recueillaient le pot pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant leur vieillesse. Si on permet à quelqu'un de sortir avant d'être vieux, eh bien toute l'économie du contrat tombe. Donc, ou bien on maintient ça dans les contrats aléatoires, effectivement, l'aspect aléatoire, ou bien on rapproche ça d'une forme de société à durée indéterminée, et là, à ce moment-là, il faut pouvoir sortir, et au besoin, appeler le Conseil constitutionnel à la rescousse. En plus, oui, il y a les règles fiscales peuvent venir. Parce que c'est vrai que les tontines que vous évoquez, c'était avant l'apparition des assurances et qui ont été très, très, très réglementées par la suite. Donc, comme quoi, ça suppose un contexte. Et là, quand on n'est que deux, ça suppose quand même un contexte de couple. Et dès que ce couple disparaît, et s'il disparaît très tôt, on a une situation où finalement la tontine ne devient quasiment plus acceptable. En fait, la tontine n'est plus la tontine du pacte tontinier d'autrefois, c'est plutôt la clause d'accroissement, la dénomination actuelle de la clause d'accroissement entre deux acquéreurs qui veulent que le survivant d'entre eux soit protégé en recevant la propriété intégrale. Et effectivement, la séparation peut à ce moment-là être un juste motif, mais on peut imaginer d'autres justes motifs. C'est exact. Pris comme ça, c'est exact. Je vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements.